Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart, le podcast où on se plonge dans le cœur du basketball québécois. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est très spécial. Je reçois Julien Lapointe, qui est entraîneur en chef au Séminaire Saint-François, puis qui entraîne les juvéniles masculins Division 1. Lors de sa dernière saison, il est devenu champion provincial, puis on a la chance qu'il revienne avec nous sur son parcours gagnant, choix, les moments clés, puis toute la réalité derrière un championnat. Vous allez voir, c'est une saison qui est juste incroyable. Petite nouveauté, sur YouTube, vous allez retrouver quelques séquences vidéo pour illustrer les propos à Julien. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le podcast et m'aider à avoir un meilleur référencement, prenez 2 secondes pour vous abonner puis me suivre sur les réseaux sociaux, ça va faire toute la différence pour moi. Que vous soyez en audio ou en visuel, installez-vous confortablement. Je vais laisser Julien se présenter. Bon épisode à vous. Moi, c'est Julien Lapointe, je suis intervenant sportif au Séminaire Saint-François. Je suis rentré en 2018-2019. Au début, je faisais de la préparation physique. J'ai un bac en kinésiologie, puis j'ai fait une maîtrise aussi en physiologie du sport. J'ai fait de la recherche sur comment faire pour repousser l'apparition de la fatigue chez les sports, chez le basketball justement. Puis après ça, quand David est allé du côté féminin, il m'a donné le leg du côté masculin. Donc j'ai pris les rênes en 2019-2020, c'est la COVID. Puis après ça, là, c'est ma 4e vraie saison avec les gars. Puis là, cette année, je pense que la majorité le savent, mais tu réussis à aller chercher le provincial. Puis tu viens de m'en parler là, il y a quelques instants. Tu dis que ça a été un long processus sur plusieurs, on peut même le dire, sur plusieurs saisons pour réussir à te rendre là. Je pense qu'on peut commencer par cette saison. Est-ce que dès que les camps de sélection ont commencé, dès que tu t'es dit, pense qu'on a une chance au provincial? Bien, à chaque année, je me pose la question. À chaque année, je suis curieux de voir à quel point mon équipe va se développer et progresser, mais à chaque début d'année, tu repars de où est-ce que tu étais à l'année passée, puis tu comptes dans le gym, tu es comme, OK, il y a plein de petits détails, plein de petites choses, j'ai pas le même rythme. Au début d'année, je suis jamais comme, hey, on a une équipe pour tout gagner. Cette année, on avait de quoi de spécial, mais surtout, je vais revenir sur la saison 2023-2024, où est-ce qu'on avait une équipe très talentueuse, très athlétique, puis on a malheureusement piqué donc sur la courbe de performance. On a eu nos meilleures performances un peu trop tôt dans l'année. Puis après ça, il y a eu des problèmes de cohésion, puis interne de l'équipe, le niveau de performance a diminué, puis on est arrivé en quart de finale contre Durocher à Durocher, puis on a perdu contre eux autres. Puis c'est une défaite assez crève-cœur parce que on recevait le championnat provincial. Donc là, nous autres, on n'a pas notre ticket pour aller au championnat provincial qui est chez nous. Fait que là, les gars doivent marquer le championnat provincial, puis moi, je dois être là pour superviser, alors qu'on aurait pu être en train de jouer. Fait que c'est vraiment une défaite très, très crève-cœur à ce moment-là, puis on s'est assis, le coaching staff ensemble, puis j'aime ça comme résumer souvent les choses par 3 points, parce que sinon c'est un superflu d'informations, puis on perd des points. Donc vraiment les 3 points qu'on a retenus de cette année-là, c'est responsabiliser les jeunes, retrouver notre culture et nos standards d'excellence. Puis notre autre point, c'est la cohésion d'équipe. Puis dès printemps 2024, donc le processus de sélection, on le fait au printemps, nous autres, pour l'année suivante, bien, on a déjà mis ça en place. Puis, je commence sur les standards d'excellence. On a rehaussé les standards. Le cadre était beaucoup plus serré, plus sévère aussi, parce qu'il y a des comportements qu'on n'a pas nécessairement appréciés dans la saison d'avant. Donc, pour pas avoir ce genre de distraction-là plus tard dans l'année, on a resserré le cadre. Puis, c'est des standards, puis ça reste un cadre que, entre un secondaire 1 et un secondaire 5, tout le monde a les capacités de fitter là-dedans, puis de respecter ces consignes-là. Puis il y a eu un ménage naturel qui s'est fait. Il y a certains joueurs qui sont partis, il y a d'autres joueurs qui ça a justement aidé à leur développement. Donc, ça nous a permis d'avoir une culture, une identité beaucoup plus forte avec ce cadre-là. OK. Puis tu as parlé de responsabiliser un petit peu les jeunes. As-tu des exemples de choses que tu dis, OK, je vais les responsabiliser par rapport à X choses? Oui, dans le fond, admettons que je prends un principe qu'on a, on envoie sur la main faible. Donc, je me rappelle, on était en quart de finale contre Durocher, justement, il y a un super bon joueur, il s'en va à droite, puis mais le plan de match, les gars, on l'envoie sur sa main gauche. Et si on l'envoie sur sa main gauche, on va être correct. Puis il va sortir la balle de ses mains. Mais on n'était pas capable d'arrêter ça parce que pour le joueur, notre joueur en défensive, c'était pas important. Il n'était pas responsable de ça. Il n'était pas imputable de tout ça. Donc, après ça, c'est de l'amener en entraînement. Donc, c'est de mettre des conséquences si le joueur n'arrive pas à faire quelque chose. C'est un processus qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Puis après ça, c'est de l'amener en match. Si, admettons, dans le match, ben, Félix, tu te bats sur ta main, ton joueur te bat sur ta main forte, mais je te le dis une fois, puis la deuxième fois, mais je t'assois, puis on se parle, on se trouve des techniques. Puis c'est le même principe dans la vie. Si tu as un examen à l'école, puis tu l'échoues, qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes là-dessus, puis que tu vas bien aller, ou tu vas trouver des solutions, tu vas aller chercher de l'aide, tu vas aller voir ton professeur. Fait que c'est de responsabiliser.
puis que le joueur il prend un ownership, responsabilisation de ça, puis qu'après ça, il trouve lui-même des solutions pour pas que ça arrive. Fait que ça reste que c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Ça, je parle défensivement, mais ça reste que c'est le comportement à l'école, c'est le comportement dans le vestiaire, c'est le comportement sur le terrain, pendant les matchs. Donc, c'est plein d'éléments comme ça que nous, on a identifié puis qu'on s'est dit que c'est super important. Après ça, la même chose pour la cohésion d'équipe. Fait que ça fait un processus qui est beaucoup plus lent. Puis ça fait qu'à 2024-2025, notre saison, on a eu notre objectif, c'est d'avoir notre pic de performance au play-off et non trop tôt. Donc, en étant patient comme ça, en travaillant ces aspects-là, ça nous permet justement de plafonner au bon moment. Par contre, ça reste que dans le processus qui est beaucoup plus lent, il y a des défaites qui arrivent. On aurait pu avoir des victoires à court terme, mais ça reste qu'on a perdu contre Nicolas Gatineau qui ont fini 12e au classement. On a perdu contre Saint-Jean-Véné qui ont fini 9e. Saint-Jean-Véné, c'est un super exemple. On travaillait beaucoup nos principes offensifs, on travaillait beaucoup certaines choses, défensivement aussi. On gagnait par 27 à demi. On a perdu le match par 8. Deuxième demi, ils sont arrivés avec un zone 3-2, puis on était pas les solutions. J'avais déjà un press break, un attaque de zone contre ça, mais il n'était pas efficace. On n'a pas encore coupé le banc, les gars pouvaient encore prendre des shots qu'ils voulaient. T'sais. Mais c'est pas ça qu'on coachait à ce moment-là, puis on a vécu avec ça. Puis on a eu beaucoup d'apprentissage derrière cette game-là après ça. Puis pour te réussir à te rendre là, est-ce que tu t'es arrivé en début de saison puis en disant OK, ce qu'on veut établir, c'est un plan sur plusieurs semaines. Voulais-tu y aller, OK, on va y aller à coup de bloc de 2-3 semaines. On essaie de rentrer ça par la suite prochain. C'est vraiment une bonne question. Justement, on a eu un souper de coach en début d'année, puis on s'est fait une planification comme ça sur l'année. Donc, on avait des mésos, qu'on pourrait dire comme en préparation physique, des mésocycles. Puis le premier, je commence toujours l'année sur établir le cadre, établir les standards de l'équipe. Fait que mes exigences, puis sur quoi je vais mettre des conséquences je vais être très sévère en début d'année, c'est est-ce que tu arrives à pratiquer avec tes shorts du Blizzard, ta camisole Blizzard, ta gourdeau, est-ce que tu arrives à l'heure, puis le bon état d'esprit. Puis après ça, dans le même méso, évoluer ça, ta préparation physique, est-ce que tu es engagé des passements de soi. Fait que plein de petits exemples comme ça dans un bloc. Après ça, quand je trouve que c'est de l'acquis, je passe au prochain. Mais quand je passe au prochain, ça reste que les standards d'équipe sont super importants, je ne peux pas laisser ça aller. L'autre après que j'ai travaillé, c'est beaucoup la cohésion d'équipe. Fait que jusqu'après quasiment Noël, on travaille la cohésion d'équipe. Puis ça, c'est des fois, tu arrives, tu as une game de ligue, puis tu troques une séance vidéo pour faire une game de loup-garou. Les jeunes, ils capotent là-dessus. T'es maître du jeu, tu parles, puis là, tu fais 30 minutes de saut, tu fais 30 minutes de vidéo, puis tu crées de la cohésion d'équipe. Même chose, tu joues à des jeux de 4 jours, là, un jeu de boulettes, un jeu de sort, peu importe. Ça va créer ça. Puis après ça, fait que c'est ça. J'avais des blocs comme ça, donc j'avais la cohésion d'équipe. Après ça, j'avais la rigueur. Après ça, j'avais de la compétition. Puis le dernier bloc pour les playoffs, c'était avoir du fun, avoir du plaisir. Parce que ça reste que on a tout construit ça pour vivre des moments plaisants. Fait que oui, c'est une bonne question. On a vraiment travaillé en mésocycle sur des thématiques. C'est intéressant à voir. Puis ça, je suppose que tu avais tout monté en début d'année, oui, dans ta rencontre d'entraîneur. Puis ensuite, quand c'est acquis, on peut rouler sur le prochain bloc. Exactement. Puis c'est drôle parce que on a ce plan-là qui est comme de côté. On est dans le day-to-day, puis on ne fait pas toujours le step back pour voir qu'est-ce qu'on avait mis. Puis là, des fois, on est comme, là, on est rendu à travailler plus fort, puis à compétitionner plus en pratique, puis faire des équipes, puis jouer contre la même équipe toute la semaine, tout ça. Puis quand on regarde notre plan après ça, comme, c'est exactement ça qu'on avait planifié. Et on a été comme capable, avec le pas de recul, de voir qu'est-ce qui se passait sur le terrain, puis qu'est-ce qu'on avait planifié en théorie. Ça se concordait bien les deux ensemble. C'est vraiment le fun de voir aussi tout le revers de la médaille. Pour réussir à aller atteindre un objectif, il y a eu beaucoup de réflexion même de la part des coachs dès le début, avant que tout commence. Comment on va créer une équipe? Parce que on va en parler un petit peu plus tard. La plus grande particularité de votre équipe, c'est vraiment ça, c'est que vous étiez une équipe et on voyait très très peu d'individualité. Si on regarde au niveau des stats, t'as 4 joueurs qui roulent à plus de 10 points, puis un autre à 9.9, un autre à 5.9, fait que c'est rare dans des équipes d'avoir autant de joueurs qui peuvent scorer. Puis je pense aussi c'est ça qui vous a rendu difficile à jouer. Là. Oui, on était très difficile, je pense, à scorer. À mon avis, il faudrait demander aux autres entraîneurs. On était beaucoup sur des attaques de principe, des attaques de transition, de jouer vite, de chercher des touch paint, d'être en drive kick swing, que la balle soit légère, que tout le monde puisse toucher au ballon, puis qu'il n'y ait pas des opportunités égales, mais des opportunités en fonction du talent qu'on avait. C'était vraiment intéressant, cette balle-là qui est légère, puis de se trouver, mais ça se travaille, puis c'est de faire confiance aussi, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain à ton teammate. Donc là, on arrive. Tu as ton équipe de fait, tu as ton premier, on va dire, souper d'entraîneur de fait. Tu as commencé à établir ensemble vos objectifs de cohésion d'équipe et tout.
À partir de là, qu'est-ce qu'il y a? On commence souvent pour aller avec la défensive, parce que notre défensive, c'est notre moteur, c'est notre intensité. On a une équipe qui est petite cette année. On n'a pas, justement, Trésor Janel, Aliou, c'est des gars de 6 pieds 4 qui prenaient des rebonds. On n'avait pas ce genre de joueurs-là, donc notre priorité dès le premier jour, c'était le rebounding défensif. Parce qu'à mon avis, il y a deux grandes façons de faire des stops défensifs. C'est de voler une balle ou de prendre un rebond. Voler des balles, je sais qu'on est capable d'en faire parce qu'on est rapide, on est dans le corridor de passe, on peut mettre de la pression sur la balle, mais c'est de la partie rebounding qui me faisait peur parce que notre plus grand, Léo, c'est le seul qui était avec une shape un peu plus dominante. Le reste, on était pas mal juste des gardes. Fait que c'est de faire des stops défensifs, c'est d'en rentrer nos principes défensifs, de mettre de la pression, man-to-man full court, puis de créer une identité forte défensivement dès le début de l'année. Puis à partir de là, notre défensive, c'est notre meilleure offense. Un peu comme on a vu cette année avec OKC en NBA. Défendre, puis ils vont chercher des lips en transition. Après ma défensive, ce que je travaille beaucoup, c'est justement ma transition offensive, avec des principes sur ma transition. Toujours avoir une cohérence dans mes principes offensifs, autant sur la transition offensive que quand on arrive en half-court. Il faut que ce soit des principes qui soient similaires. Pour pas que le jeune y arrive et qu'il comme là, j'arrive dans une situation de transition offensive, je dois faire ça, mais quand je suis en half-court, je dois faire autre chose. Puis quand je fais une attaque de zone, c'est autre chose encore. Un fil conducteur, puis que pour le jeune, ça simplifie son travail puis sa prise de décision après ça. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai construit au cours de l'année, très progressivement, jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on arrive en septembre, début des pratiques, tu rentres tout ce qui est défensif. Je suppose qu'après ça, on commence à rentrer 2-3 principes offensifs. Tu arrives, tu commences ta saison, toi, le 26 octobre. Fait que fin octobre, contrainte que toi, tu me diras si je me trompe, mais t'as pas le foot aussi dans l'équation ou? Anciennement, oui. Là, depuis 2 ans, j'ai des équipes entièrement faites de joueurs de basket. Donc ça, c'est un gros avantage qu'on a sur notre calendrier. Ça nous permet d'aller chercher plus de games qu'avant. Avant, on commençait plus tard, on commençait après le football, on commençait à être les vrais pratiquants en novembre, fait que ça faisait un calendrier vraiment plus condensé, moins de games hors concours. Tu sais, là, cette année, on a eu le luxe de jouer 40 games de basketball avec les tournois, les games hors concours, les games de ligue. On avait quand même, dès la première game de ligue en octobre, le 26 octobre, on avait quand même plusieurs games dans Cravate. Puis, lors de tes premiers matchs hors concours, là, c'est quoi ton premier pouls que tu as avec tes entraîneurs, ton coaching staff? C'est-tu, OK, finalement, je pense qu'on va tenir de quoi d'intéressant? C'est quoi vos premières discussions que vous avez par rapport à ça? Oui, on trouvait qu'on avait de quoi d'intéressant parce qu'on avait un groupe de vétérans qui ne voulaient pas revivre ce qu'ils avaient vécu l'année d'avant. Fait qu'ils faisaient confiance à ce qu'on voulait faire, puis ils savaient qu'on allait être patient. On est dans le premier méso, comme je te disais. Fait que là, c'est les standards d'équipe. Mais pendant un match, il y a des standards. Ton banc doit être actif. Et il y a un sub, les joueurs doivent se lever et taper dans la main. Fait que moi, à la place de coacher, c'est quoi ta lecture sur le pick and roll? Je regarde plus le banc, est-ce que tout le monde se lève? On s'en va au vestiaire, est-ce qu'on y va à marche ou au jog? C'est des petits détails comme ça que, puis moi puis le staff, on a mis l'emphase là-dessus et non sur est-ce que c'était toujours le bon read? Est-ce que on vivait avec des lancers qui étaient moins bons? Mais qu'est-ce qu'on mettait en place? C'était vraiment standard, élevé, avec des bons comportements, pas de tête baissée, tu fais une erreur, tu peux pas mettre la tête entre les deux jambes, tu dois lever la tête, tu dois être un bon teammate, tu dois taper dans les mains. Plein de choses comme ça qu'on a coaché beaucoup pendant le début de l'année. C'est pas du X&Os. Oui, il y a des petits principes, mais on est patient là-dedans. Puis c'est que le fait qu'on est arrivé à notre première game de ligue contre MDL. Puis à mon avis, on a été vachement chanceux parce que on a lancé plus de 3 points que de 2 points. Puis notre pourcentage était incroyable. Je ne me rappelle pas c'est quoi les statistiques, mais je pense qu'on a chuté pour près de 50%. Puis avec un volume de presque 18 ou 19 lancés de 3 points réussis. Ça a été un match parce qu'on l'a super bien lancé. Mais est-ce que c'est réaliste de construire une saison sur on va shooter plus de 3 points que de 2 points, puis la minute que ça rentre pas, un peu comme Saint-Jean-Viennet, ça rentrait pas, puis on a perdu la game. Fait que, après ça, c'est des questionnements à avoir par rapport à la structure offensive après ça qu'on a vu. Sur tes premières défaites, tu en as parlé un petit peu contre Saint-Jean-Viennet. Est-ce que ça envoie un signal d'alerte à tes joueurs? Je me doute que toi et ton coaching staff, vous étiez prêts mentalement à aller échapper 2-3 matchs. Mais comment l'équipe a réagi par rapport à ces défaites-là? Ça a-tu sonné des cloches d'alarme? Ça a-tu créé un manque de confiance? Non, les gars savaient que ça faisait partie de la run. Une baisse au niveau de la confiance, surtout à ce moment-là de l'année. On a joué Saint-Jean-Viennet. Le lendemain, on jouait Collège Laval. Je ne me rappelle pas, ils ont fini combienième au classement, mais c'est une game qui a fini en dedans de 5 points. Puis la semaine d'après, on a 10e.
Ils ont fini 10e. Puis la semaine d'après, on a joué Saint-Laurent, puis on perdait par 10 au début du 4e quart. Puis là, la game contre Saint-Laurent, c'est le 23 décembre. C'est rare que ça l'arrive. Les gars, puis même le staff, on avait hâte de notre break de temps des fêtes parce qu'il y avait une grosse charge, une grosse fatigue. Et sur nos 40 games, on a dû en jouer 25 avant Noël. Fait que, on avait une grosse charge, une grosse fatigue. Il y avait tout ça dans l'équation. Il y avait de la fatigue émotionnelle, physique. Et après ça, le temps des fêtes nous a permis de se reposer, se régénérer. Puis après ça, d'arriver prêt pour la deuxième partie. OK, puis tu parles de temps des fêtes. C'est combien de temps que tu laisses aux joueurs off? Est-ce que tu laisses vraiment tout le temps des fêtes ou tu recommences un peu plus tôt que l'école recommence? Là, exceptionnellement, il y avait un match le 23 décembre. Habituellement, pendant la période d'examen, il n'y a pas de pratique et de match. Donc là, on a eu un calendrier un peu plus intense cette année. Après ça, la première semaine de janvier, on recommence avec des entraînements optionnels, donc du développement de joueurs. Puis après ça, on recommence les entraînements parce qu'on fait la classique de Québec. Le tournoi du Rouge et Or, du collégial, puis quelques équipes juvéniles de la région, pour justement se refaire une remise en forme, puis être prêt pour la deuxième partie. Donc là, on arrive sur notre saison, sur le milieu de saison. Tu as déjà passé ta première partie de saison. À ce moment-là, vous avez quoi? Vous avez 2 défaites, si je me trompe pas. Et là, commence comme souvent, les entraîneurs, on coupe notre saison en 2. L'avant-Noël, l'après-Noël. Tu arrives sur ta deuxième partie de saison, qui est souvent la plus importante. C'est là qu'on joue plus de matchs, puis c'est là qu'on arrive au fameux mois de mars, où est-ce qu'on tombe dans nos playoffs. Quand tu arrives après tes vacances de Noël, après ton tournoi, c'est quoi vos objectifs à partir de là? Là, à partir de ce moment-là, on est plus dans la compétition. On veut augmenter nos standards de compétition en pratique. On veut que les gars aient plus faim. Après Noël, on est un peu plus loin au niveau basketball puis de X and O's. Après la classique, on a une sortie à Toronto. On a une fin de semaine de break. Fait qu'on recommence vraiment tard en janvier. Donc les 3 premières semaines de janvier, on n'a pas de match de ligue. Puis après ça, on recommence. Mais l'emphase beaucoup sur la compétition. C'est là qu'on tombe début février contre Brébeuf Montréal. C'est notre, Avant de te lancer là-dessus, moi je voulais savoir, tu as dit que tu commençais à mettre de l'emphase sur l'aspect compétition, notamment en pratique. Comment tu réussis à mettre cette emphase-là? Ça commence avec des exercices individuels, des King of the Court, où est-ce que tu veux gagner, puis on valorise la personne qui gagne, puis il y a des conséquences pour les perdants. Après ça, c'est faire des équipes pendant la semaine, puis de comptabiliser le score pendant la semaine. Puis les équipes, souvent, c'est la grosse partie de la semaine, puis de la discussion entre les coachs, c'est quoi les équipes qu'on veut faire, puis c'est quoi qu'on veut ressortir de ça. Fait que, mettons, on met un peu plus de leadership d'un bord, puis on met un joueur qu'on veut voir comment il va réagir vis-à-vis ça. Puis toute la semaine, on joue, puis on compte les scores. Donc, puis après ça se garde dans le vestiaire. Puis même que des fois, moi, je veux initier les joueurs, je veux créer des simulations, je veux créer des choses. Donc, c'est pas rare que je rentre dans le vestiaire, il y a un petit tableau blanc, puis que je marque le score. Pour que les gars, quand ils rentrent le vestiaire sur l'heure du midi, se rappellent que les rouges, ils gagnent 3-1. Puis que là, les blancs, il faut que tu tournes ça. Ça fait que il y a des petits groupes qui se forment pendant la semaine, puis ça compétitionne beaucoup plus fort en pratique, fait que les standards d'entraînement ils augmentent. Mais là, le bémol à avoir, c'est vraiment important après ça de continuer à avoir une bonne cohésion d'équipe. Ça reste notre deuxième bloc qu'on a travaillé. Oui, il y a une partie de la pratique que tu compites, mais ça reste qu'il faut que tu sois un bon teammate. Et t'es pas en train de faire du trash talk dans le vestiaire, c'est juste pour les stimuler, mais ça reste qu'à la fin de l'entraînement, c'est high five avec tout le monde. On reste des amis, on reste la même famille, mais il y a une partie dans la pratique que là, la compétition est vraiment élevée. Puis c'est de comprendre ça, puis de compétitionner de la bonne façon. Quand je coach, je suis pas un arbitre. Fait que là, après ça, tu peux pas commencer à tout appeler les fautes, tout appeler les marchés, tout ça, puis de perdre le rythme d'entraînement. Fait que c'est challengeant d'augmenter la compétition comme ça, parce que les égos ressortent, il y a plein je dirais pas des défauts parce que ça reste que c'est important d'avoir un certain ego au basket, mais il y a plein de choses qui ressortent, mais il faut le faire de la bonne façon. Fait que c'est de l'éducation aussi en même temps sur comment bien compétitionner en pratique. À partir de là, on repart de ce que tu me disais avant. Après Noël, là, je pense que c'est en début février que tu commences à jouer contre ton gros match qui est contre Brébeuf, tu me disais, Brébeuf-Montréal. Brébeuf-Montréal, oui, exactement. À ce moment-là, début février, on commence à faire la préparation sur les équipes adverses. Depuis le début de l'année, notre vidéo, il n'y a aucune vidéo qui est faite sur les équipes adverses. Moi, j'en fais. Je prépare les pratiques en fonction de ça. Mais il n'y a rien ou quasiment rien qui est présenté à mes joueurs sur l'équipe adverse. Puis qu'on ne fait pas de scouting report. Fait que depuis le début de l'année, nos séances vidéo, c'est nous autres.
mais les joueurs, développement individuel, les principes, tout ça. Mais là, à partir de Brébeuf, on a commencé à faire ça. Puis la plus grosse erreur qu'on a faite à ce moment-là, c'est qu'on a perdu un peu notre identité défensive parce qu'il y avait des match-ups qui étaient difficiles pour nous autres, dont leur big man. Puis qu'on a essayé de faire des choses différentes qu'on faisait d'habitude. On s'est entraîné pour ça. Mais on est arrivé puis dans le match, puis ça collait pas. Ça collait pas avec notre identité, ça collait pas à ce qu'on voulait faire. On a trop changé le plan de match. Puis on perdait par 30 à demi. La game a fini par 19, mais on est arrivé et on s'est fait sortir complètement du gymnase. Parce qu'à mon avis, on s'est trop dénaturé au niveau de notre identité. Parce que là, on a commencé à se préparer un peu trop à l'adversaire puis perdre un peu de ce que nous, on faisait bien. Puis est-ce que c'est de quoi qui aurait été possible d'éviter si tu avais commencé à faire du vidéo par rapport aux autres équipes plus tôt dans la saison, ou t'adores la formule de commencer tard en janvier, février? J'aime ça commencer tard parce que ça me permet de développer mes joueurs davantage puis de développer mon équipe davantage. Et si je fais du vidéo, moi c'est super important de garder ce bloc-là. Fait que si je rajoute 15-20 minutes sur l'autre équipe, ces 15-20 minutes-là en début d'année, moi ce que je veux, c'est travailler ma cohésion. Je coupe ça pour faire... on fait un peu de vidéo, puis après ça, guys, on va faire une game de ça. Je leur dis pas avant, parce que sinon, pendant la vidéo, ils vont juste penser au jeu. Mais ils vont partir sur un peu de vidéo, puis après ça, une activité d'équipe. On mousse l'activité d'équipe, c'est super le fun. Arrive un moment plus tard dans l'année où est-ce que c'est une nouveauté pour eux autres d'arriver avec ça, donc il n'y a pas d'accoutumance qui se fait. J'ai peur qu'il y ait une accoutumance, puis que les séances vidéo, souvent, c'est... Ils ont fait des cours le matin, puis là, ils arrivent au basket, ils ont du fun, puis là, le coach dit « Hey, gang, on va aller dans le local vidéo, on va regarder du basketball. » Les autres, ils veulent jouer au basketball, ils veulent faire de l'activité physique, ils veulent bouger. Et j'ai peur qu'il y ait une accoutumance qui se crée sur l'année si on commence trop tôt à se préparer sur les autres équipes. Puis ça fait en sorte que cette petite nouveauté-là, leur niveau d'attention est super élevé. Surtout maintenant que les jeunes, le niveau d'attention, il est très fluctuant. Ça permet de, on arrive avec une petite nouveauté, puis là, ça rentre super bien. Si c'est à refaire, je pense que je recommencerai de la même façon, de commencer vraiment beaucoup plus tard dans l'année à préparer mon équipe. Moi, je me prépare. Moi, je fais le vidéo. Puis moi, je monte ma pratique en fonction de si l'équipe nous zone ou c'est quoi leur principe offensif, leur set, tout ça. Fait que moi, je fais de mon bord, mais pas que les jeunes. Ok, c'est super. Donc, je te laisse continuer. T'en étais au point où est-ce que tu dis justement que ça a été difficile contre Brébeuf parce que vous êtes perdu votre identité un petit peu d'équipe. Oui, ok, ça. Puis là, après ça, on arrive vraiment pour dernière séquence de la saison régulière. Il nous reste 4 matchs à ce moment-là. Donc là, on est à 3 défaites. Les 4 matchs qui nous restent, il nous reste Brébeuf-Québec, il nous reste Henri Bourassa, il nous reste Rochebelle, puis Jean-Fou. Dans ces 4 équipes-là, il y en a 3 qui sont top 5 dans le classement. Donc là, c'est là qui est le fun. On tombe dans la dernière phase d'année où est-ce que là, c'est avoir du plaisir. Fait que là, on parlait aussi de responsabiliser les jeunes. Donc là, quand je fais des plans de match comme ça, justement, on les responsabilise. Donc moi, je fais une partie. Puis on arrive à une séance vidéo, comme les gars, on se voit demain aux vidéos, mais moi je fais une partie, mais vous autres faites la vôtre aussi. La vôtre, c'est le scouting des joueurs. Puis là, après ça, on met tout ça en commun. Puis là, on arrive contre Brébeuf-Québec, qui ont une super belle génération de joueurs. Ils ont 7 ou 8 joueurs qui ont signé collégial D1. Puis cette génération-là de joueurs, contre Maison-Lac 5, mais Maison-Lac 5 n'ont jamais gagné contre Brébeuf. Fait que ce match-là, le parcours de Secondaire 1 à Secondaire 5, ils n'ont jamais battu. Puis là, c'est leur senior night à Brébeuf. Puis ceux qui ont déjà joué à Brébeuf, il y a une belle ambiance, surtout quand c'est un senior night. Fait que là, c'est vraiment d'amener à motiver les joueurs, puis de les faire comprendre que c'est leur dernière opportunité au secondaire de pouvoir battre. Puis tu sais, c'est leurs amis. Ils ont joué à 4 ans avec eux autres, ils ont joué sur les équipes du Québec, c'est leurs amis. Mais là, il y a un message que tu veux passer, tu veux montrer que tu es prêt, tu veux montrer que tu as progressé sur tes 5 ans, puis que là, tu es rendu meilleur, puis c'est ta dernière opportunité. Fait que ce match-là, ça a été un match assez mémorable parce que ça a fini en overtime. Puis c'est là que mon point de garde, Félix Ségaré, il a mis 10-3 points, dont le 3 points pour faire gagner la partie. Fait que ça a été vraiment toute qu'une partie. Puis, mais les gars, je sentais qu'il y avait faim, il y avait soif, puis qu'on pouvait facilement les motiver parce qu'on avait toute la base autour. Puis que là, quand on arrivait en entraînement, puis qu'on disait « Ok les gars, on va ajouter ça ». On a rajouté un nouveau set play à la fin de l'année comme ça, puis ça rentrait tout de suite parce que ça rentrait dans nos principes, ça rentrait dans nos concepts, puis c'est comme juste un fil conducteur pour eux autres. Puis là, on arrivait avec des nouveautés à chacun des matchs. Fait que c'est vraiment... Ça nous a mis du vent dans les voiles, ce match-là. Fait que 2 jours après, on a joué Henri Bourassa. On a stoppé leurs 2 bons joueurs, on a gagné la game par une 30aine de points. Puis là, après ça, vient le match contre Rochebelle. Pour comprendre avec tout le monde, c'est que, premièrement, quand tu parles de Brébeuf, on parle de Brébeuf-Québec ici. Brébeuf-Québec, puis c'est que toi... Brébeuf puis Rochebelle, vous êtes à peu près tous à égalité dans le calendrier. Là.
échapper un match, ça peut signifier d'être au lieu de. Là, tu as fini 3e en saison régulière. C'est qu'au lieu de finir 3e, tu peux tomber 6 parce que vous avez une triple égalité. Fait que c'est plus juste des matchs. C'est cool que tu aies parlé de mettre l'emphase sur le plaisir, mais c'est plus juste des matchs où est-ce que. Si on gagne pas, c'est pas la fin du monde, on est assuré d'être en playoff. Non, ça bouge tout ton seeding. Il y a une vraie différence entre être 6e, puis jouer contre l'équipe seed 2, ou être 3, puis jouer contre l'équipe seed, je sais pas, ça doit être quoi, mais 4 ou 5. Tout à fait, puis ça me fait penser, j'ai oublié un point, c'est la game contre Brébeuf-Québec, c'est justement là que j'ai commencé à couper le banc. Fait que, on parle d'avoir du plaisir, mais en même temps, moi, j'arrive dans un meeting, puis je dois expliquer à mes joueurs que, guys, cette game-là, on va la jouer à 7 puis à 8. Fait qu'il y a des joueurs qui ne vont pas embarquer. Tu vois la réaction des joueurs, il y en a, ils sont pas contents, ils veulent jouer au basketball, ils veulent avoir du plaisir, puis depuis le début de l'année, ils ont des minutes, puis que là, t'en auras pas à soir. Et ça se peut que t'en aies, il faut que tu sois prêt. Il y a une blessure, il n'y a pas fort trouble, ça se peut que t'en aies, mais on est rendu à une période de l'année où est-ce que les games, justement, sont importantes, comme tu dis. Mais ça a le fait que le dire d'avance, le dire comme ça dans un meeting, les jeunes sont partis, il y en a une couple qui avait la tête dans les deux jambes, mais quand ils sont arrivés le soir, ils comprenaient leur importance, ils comprenaient qu'il fallait qu'ils respectent les standards, il fallait qu'ils comprennent que la cohésion c'est important, puis qu'ils ont cheer up. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait un banc qui était très actif. C'était notre 6e joueur pendant le match parce qu'on jouait dans une foule hostile, puis on avait un banc qui était très actif. Ça nous a aidé beaucoup. Je te laisse continuer où est-ce que tu étais rendu. Tu étais rendu au match de Rochebelle, qui là, à ce moment-là, doit être classé 2, puis vous, justement, dans le genre de l'autre triple égalité. Oui, c'est ça. Donc, les autres sont classés 2e, on est 3e. Eux autres, ils viennent de perdre contre Jeanne Mance par quand même une trentaine de points. Puis, si on gagne le match, on finit 2e, ils finissent 3. Ben, il nous reste aussi le match après ça contre Jean Groux. Et on a une belle opportunité de finir 2e. Fait qu'il y a l'importance du match. Le match aussi, c'est le Senior Day. Donc, c'est la journée des finissants. Le match se joue à 1h de l'après-midi, durant nos sport-études. Fait que nos estrades sont pleines. Il y a tous les joueurs de football là, avec les casseroles, les maquillages, tout ça. Puis comme tu disais, il y avait un engouement dans le basketball à Québec parce que il y avait un match exceptionnel entre Rochebelle et Brébeuf. Notre match avait été vraiment, vraiment intéressant. Puis juste pour aussi mettre en contexte, mais ton match puis lui de Rochebelle, là, ça a commencé à beaucoup rouler sur les réseaux sociaux. Là. Je sais plus sur YouTube, les deux mixtapes, ils ont combien de vues. Mais on parle de milliers de vues. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Là. Non, c'est ça. Donc, il y avait vraiment un engouement. Donc, il y avait beaucoup de monde au match. Il y avait même Radio-Canada qui était présent. Fait que ça fait que les jeunes sont tout excités. Il y avait une certaine gestion d'émotions qu'on doit avoir là-dedans. On joue un super match de basket. Pour ça, on fait le premier quart plus difficile. On arrive à s'ajuster sur eux autres. Ils nous forcent beaucoup les 1 contre 1. On est très bons pour bouger la balle puis avoir des jeux collectifs. Puis les autres, ben justement, ils sont comme battis-nous à 1 contre 1. Puis on arrive à chercher un lead, une avance de 15 points au 3e quart. Fait qu'on est super contents, ça va bien. Mais là, ça fait partie de l'apprentissage du match, mais il commence à progresser au 4e quart, puis c'est là que tout dégringole, la gestion des émotions. On n'est pas habitué à ce moment-là de se dire hey, on est up 15 points contre la 2e meilleure équipe de la Ligue. Les gars c'est une misère à gérer leurs émotions vis-à-vis de ça, donc des prises de décision qui sont un peu plus loufoques qu'on n'a pas faites nécessairement. Puis l'autre point que j'avais noté cette game-là, c'est la communication. Il y avait une grosse foule, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de bruit, plus qu'à Brébeuf-Québec. Fait que là, la communication était vraiment inefficace, même moins efficace. Puis ça a fait que le 4e quart, ben, on l'a perdu. Puis on a perdu la game par 4. Puis là, ben, c'est le goût amer qu'on a derrière ça, ben, c'est difficile parce que c'est la journée des finissants. Puis là, ben, moi, je veux souligner les finissants. Fait qu'on avait un souper après ça au resto avec l'équipe. Puis là, ben, c'est de tourner la page rapidement, c'est de donner l'exemple. C'est comme, on passe à autre chose rapidement. Puis, mais j'aurais tellement aimé avoir une ambiance différente pour ce souper-là, pour souligner mes finissants. Mais ça fait partie de la game. Puis les apprentissages qu'on a fait pendant ce match-là, ben, ça nous a permis de nous placer dans une position excellente pour justement les rebattre plus tard en demi-finale. Donc ça, c'est ton dernier match, on va dire, d'impact dans ta saison régulière. Par la suite, tu joues Jean Groux, qui est une formalité là, par rapport au score où est-ce que vous gagnez 89-60. Donc là, ton dernier match de la saison régulière se passe le 1er mars. 2 semaines plus tard, c'est le début des 8e de finale qui se passe à SSF. À partir de là, qu'est-ce qui se passe dans tes 2 semaines de préparation play-off? Est-ce que tu te prépares beaucoup pour Jean Groux? Ou tu commences déjà à préparer pour la globalité, la run au total? C'est une bonne question. J'aime pas ça. J'ai le mot overlook, mais de regarder par-dessus une équipe. Je trouve que tous les matchs, le prochain match est le match le plus important. Je pense aussi. Puis votre ligue, c'est vraiment une ligue où est-ce que
si tu fais les playoffs, tu as une chance de te rendre. Là. On l'a vu là, cette année quand vous avez échappé à un match contre Nicolas Gatineau, tu l'as dit. Vous l'avez échappé, puis pourtant, vous finissez 3, puis eux, ils finissent 12. Là. Vraiment, on arrive dans les moments où est-ce que tout est possible. Là. Mais je te laisse continuer. On peut pas regarder par-dessus une équipe. Il fallait quand même se préparer contre Jean Groux. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on venait de les jouer. Puis qu'en 2 semaines, c'est en fin de saison comme ça, c'est difficile d'apporter des grosses différences qui vont pallier ce 30 points-là. Fait que oui, il y avait une certaine préparation. Comme justement dans ce contexte-là, on a pu justement se préparer sur notre autre match-up qui était le gagnant de Jeanne-Mance contre Saint-Laurent. Comme je disais tantôt, Jeanne-Mance venait de battre, je pense c'est par 30, même 35 Roche-Belle chez eux. Puis moi, je les voyais aller. C'est une autre équipe qui plafonne en fin d'année. Puis leurs joueurs étaient tout en santé, il n'y avait pas de blessure. Puis moi, Jeanne-Mance, ils me font peur parce qu'eux autres, c'est la 2e meilleure équipe au rebond offensif de la Ligue. Puis comme je t'ai dit tantôt, nous, le rebond défensif, c'est notre faiblesse. Donc après là, si je comprends, là, tu es dans tes 2 semaines de préparation. Oui. Tu mets un petit peu d'emphase sur Jean Gros, mais toi, comme entraîneur, puis avec ton coaching staff, tu commences déjà à commencer à look Jeanne-Mance, voir ce que ça peut donner, ce match-up. Exact, c'est ça. Fait que là, l'autre chose qui me fait peur avec Jeanne-Mance, c'est leur big man. Puis là, moi, et ce que j'aime avec notre programme, c'est qu'est-ce qu'on a réussi à amener, c'est que nos anciens doivent revenir. C'est un peu, pas une obligation, mais c'est un leg qu'on leur demande, c'est de redonner au programme. Puis souvent, ce que je leur demande, c'est de revenir pendant leur semaine de relâche. Puis là, pendant la semaine de relâche, on a des entraînements, donc dans notre préparation. Donc là, il y a Trésor Janel qui est à Sainte-Foy, il y a Félix Arial, il y a Francis Croteau, il y a Loric, il y a même Justin Gagnon qui joue au States en Division 3, qui sont venus s'entraîner avec nous autres. Puis qui ont pu justement créer des situations de pratique, de match en pratique, pour vraiment se préparer spécifiquement à Jeanne-Mance. Trésor, il incarnait très bien le big man de l'autre bord. Le genre de match que je dis, ok les gars, on joue une game de 7 ou avec du temps, mais si l'équipe adverse prend 3 rebonds offensifs, c'est victoire automatique pour eux autres, puis on court. Puis là, les autres, ils rentrent au rebond comme des malades, puis là, nous autres, on doit trouver des solutions pour boxer out. Fait que ça augmente l'intensité sur l'aspect spécifique qu'on voulait faire pendant cette semaine d'entraînement-là. Après ça, l'autre chose de la game contre Jeanne-Mance, c'est que nous autres, on avait beaucoup de guard play, beaucoup de garde. Eux autres, en a beaucoup moins. Donc, on a misé sur beaucoup qu'est-ce qui est la défensive tout-terrain, mettre de la pression. C'est dans nos identités, mais il fallait que ça soit encore plus fort. Amener des nouvelles types de trappes. On aime ça trapper sa transition. Donc, on arrivait à amener différentes trappes, des nouveaux looks pour se préparer à jouer Jeanne-Mance. Fait que là, après ça, on arrive au playoff. On commence nos playoffs contre Jean Groux. Le match se déroule bien. On gagne ça par une trentaine de points. Ça me permet justement aussi, ce match-là contre Jean Groux, de pouvoir faire jouer mes secondaires 4, mes secondaires 5 qui ont moins de minutes. Justement, on a du plaisir. Fait que ça permet de donner une flamme à tout le monde. Puis, ça revient un petit peu dans ce qu'on a dit de l'importance de finir haut dans un classement. C'est que ça te permet justement de faire jouer toute ton équipe, de t'assurer que la vibe soit bonne, que tout le monde soit content. Parce que quand tu finis plus bas, puis dès le premier match, tu coupes, là, tu as 4 matchs consécutifs à faire jouer 7, 8 gars. Puis c'est jamais l'objectif, mais à créer de la frustration sur le banc, puis c'est toujours des risques là, à chaque fois que ça arrive. Oui, c'est ça, puis ça l'aide beaucoup pour la cohésion, puis le développement aussi, parce que une ligue ultra compétitive, mais sur leur 4, ils se ramassent à jouer un peu moins, puis c'est moins bon pour l'année suivante. C'est un cycle, comme je te disais au début, de 2 ans. Fait que ça me permet justement de développer des joueurs, donner des minutes à des joueurs sur leur 4. Fait qu'on arrive au match contre Jeanne-Mance. Puis le match, ils prennent une avance, ils sont très physiques, ils courent sur nous autres, ils ont des bons joueurs. Le big man de l'autre bord, il frappe des 3 points turnaround. C'est un big guard, il est sur la 4 en plus, il va être quelque chose l'an prochain. Il prend des 3 points d'en face. C'est notre plan de match, c'est de l'arrêter, de jouer physique, d'avoir un joueur toujours dessus, de bumper, de jouer physique. Il attrape la balle à 3 points, dos basket, il se tourne dans les airs, il met des 3 points. Comme, ok, là, s'il continue à faire ça tout le long, on se fait sortir du gym. Là. Il est impressionnant, honnêtement, à voir. Puis j'ai hâte de t'entendre par rapport à ça, mais on voit vraiment que vous êtes arrivé avec un plan de match sur votre première demi qui a été très difficile qui n'a pas beaucoup fonctionné à mettre en place. Du moins, c'est ce que j'ai vu comme ressenti en regardant le match, puis en regardant le score. Mais là, où est-ce que justement, je pense que c'est Big qui vous fait très, très, très mal, comme tu l'expliques bien. Et là, à la demi, qu'est-ce qui se passe? Là? Vous êtes down? On est down 10 à la demi. Puis,
Le plan de match derrière tout ça, c'était de courir sur eux. Plusieurs fois dans le match, on était chercher des paniers faciles. Dans les playoffs, j'en parlerai plus tard, mais on veut chercher les paniers faciles. C'était même après eux autres qui ont marqué, ben nous autres, on courait la balle puis on a cherché un 2 points. C'est arrivé, je pense, 4 fois dans le match qu'on a cherché un lay-up, 1 contre 0, après qu'ils aient marqué. Notre plan de match, c'est de mettre la pression, de courir et de les fatiguer. Les fatiguer parce que, à mon avis, on est l'équipe la plus en forme de la ligue ou une des plus en forme de la ligue. Puis ça, avec mon bac et ma maîtrise en kinésiologie, j'ai réussi à amener cette équipe-là avec une bonne charge d'entraînement sans blessure, mais en poussant, en faisant du conditioning, puis en les préparant physiquement pour que justement notre capacité cardiovasculaire puisse être on top à la fin de l'année, puis qu'il y ait moins de fatigue. Puis au vestiaire à demi, il y a des petits ajustements qui ont été faits sur comment surveiller le big man, changer un petit peu les match-ups, mais on n'a pas changé le plan de match. On a gardé ça, on a dit les gars, il faut continuer à courir, il faut continuer à mettre la pression. Je vous le dis, ils vont finir par casser. On est trop rapide pour eux autres, puis à un moment donné, ils vont tomber fatigués, puis là, nos closons vont être plus faciles, notre shooting va être plus facile parce qu'il va être moins contesté, ils vont être moins rapides sur leur first step. On continue à croire à notre plan de match, on ne change pas ça. Juste des petits ajustements sur les match-ups, des fois le positionnement, quel joueur doit venir en aide, on change des petites, mais rien de majeur. Puis là, on arrive, troisième quart, mou. L'autre équipe commence une run de quasiment 8-3, fait que là, je prends un temps mort. On reparle aux gars, tu sais. Mais là, on commence à revenir, puis à frapper des 3 points, puis à courir sur eux autres. On voit commencer une fatigue à s'installer de l'autre bord. Puis, l'autre chose que je m'étais gardé comme carte, c'est que toute l'année, après Noël, j'avais pratiqué un zone 1-3-1. Zone 1-3-1, j'ai pratiqué à Classique de Québec quand on jouait contre les collégiales. J'ai pratiqué à Toronto beaucoup, quand on jouait contre des anciens, tout ça. Donc, je m'étais comme gardé une petite carte, puis que là, je me suis dit, si j'en ai besoin, je la sors. Puis là, au 4e quart, c'est rendu tight, mais tu sais, je peux pas me permettre de ne pas jouer cette carte-là sans 6 années. Donc là, je sors mon zone 1-3-1 à ce moment-là, qui était haut, qui était large, avec Alpha à l'avant, qui a des super longs bras, qui est dans un corridor de passe. Le défi sur 1-3-1, c'est de but bandé, mais on l'avait travaillé beaucoup contre nos anciens. Puis après ça, on vole des balles, on court la transition, puis l'autre bord, ils ont juste complètement cassé. C'était impressionnant à voir. Là, au moment que tu es sorti ton 1-3-1, il n'y a plus eu de match. Puis en très peu de temps, on voit dès le début, OK, première possession, ça fonctionne. Deuxième, ça fonctionne. Puis dans l'ensemble du match, il n'y a pas beaucoup de possessions que Jeanne-Mance réussit à trouver une solution par rapport à ça. Ouais, puis on était rendu assez bon pour justement, après un panier marqué, on est en 1-3-1. Après un panier réussi, on tombe en main. Puis de changer ce type de défensive-là, parce qu'on a travaillé notre communication puis plein de choses. Puis ça a fini que le 4e quart, le score du 4e quart, c'est 38-13. Fait qu'on a vraiment réussi à sortir l'autre équipe du gymnase, mais parce qu'on a été patient sur... Puis on n'a pas essayé oui, le zone 1-3, mais les gars savaient qu'on allait sortir à un moment donné. Mais on ne s'est pas dénaturé sur notre défensive toute la game. Sur notre concept offensif, on n'a rien rentré de nouveau. Je peux sortir un nouveau set play. C'est comme, on court, on pousse. Il y a la cote backdoor du coin qui fonctionnait super bien. On avait lancé 3 points complètement open, parce qu'on arrivait à jouer vite. Puis on l'a travaillé aussi, ce shooting-là. Dans la semaine de préparation, tu me parlais. Dans les défis après la game contre Roche-Belge, j'ai dit qu'il faut qu'on ait une meilleure communication, une meilleure gestion des émotions. Mais ça fait partie du shooting. Là. Fait qu'on a fait des exercices de shooting. Il y en a un que j'adore, drive kick swing j'appelle. Il est décortiqué en 4-3 minutes. Fait que ça fait un 12 minutes total. C'est un duel tu drives, tu passes, quel type de passing, puis tu dois atteindre un score de 12 minutes. Moi, quand je pars le duel, je ne coach pas. Ils ont 12 minutes. Ils ont droit à un temps mort. Si le duel ne fonctionne pas, ils ont droit eux autres de prendre un temps mort, se réunir 30 secondes, puis se replacer, tout ça. Puis moi, pendant ce temps-là, soit cheer, ou soit même des fois, il y a des joueurs que je m'amuse à faire un peu de trash talk pour aussi parce qu'en game, tu vas en avoir, puis être dans un corridor de passe, puis il y a des passeurs, tout ça. On parlait de communication, moi, je pars de la musique, là. Je mets de la musique à tout stade dans le gym, puis je mets pas la musique que je suis habitué d'écouter, là, du hip-hop et du rap, là. Je mets du heavy metal, je mets du... peu importe c'est quoi, pour les faire réagir, puis que les gars doivent rester focus sur une tâche, puis de communiquer à travers tout ça. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup. Puis tu fais ça en situation de pratique après avoir couru. Fait que là, tu as une fatigue, puis là, tu dois atteindre un score. Fait que c'est vraiment amener des exercices le plus spécifiques possible. Puis ça, ce duel-là, on le faisait quasiment à tous les jours. Pour qu'après ça, justement, notre shooting en match, tu sais, Léo, c'est un super bon shooter, là. Mais il les a pas mis pour rien, à mon avis, là. Oui, il a travaillé toute l'année, mais il était en situation de fatigue en fin de match, il jouait plus qu'avant.
puis il y avait assez de jambes, puis il y avait de la pression dans les estrades, il y avait du bruit, puis tu étais capable de les mettre dedans parce qu'on les a travaillés beaucoup, ces lancers-là. Je suis content que tu t'en ailles là parce que c'était ma prochaine question. Là. Clairement, vous avez shooté des pourcentages incroyables, des shots aussi qui ont changé les momentum complets de la majorité de vos matchs de playoffs. Tu me parlais un petit peu aussi des paniers faciles, que tu mets beaucoup d'emphase là-dessus, notamment avant les playoffs. Comment puis quand tu as commencé à mettre cette emphase-là? Je suppose que la première emphase est venue en début d'année quand tu parlais de ta défensive. Mais... Oui. Dans le fond, je reviens sur le premier match de l'année contre NDL où est-ce qu'on a juste pris plus de 3 points que de mi-distance. Mais c'est pas viable. C'est pas viable. Oui, on a une équipe qui shoot. Oui, on a des bons pourcentages. Mais on se ramassait jamais au lancer franc. On avait rarement des paniers faciles. Puis c'est à partir de la game contre Brébeuf Québec à la fin de l'année où est-ce que là, justement, on a coupé le banc. Puis que là, on est comme là, les gars, il faut qu'on trouve des paniers faciles. On peut pas juste prendre des lancers de 3 points step back contestés puis essayer de gagner des games. Ça existe pas. Puis voici des paniers faciles qu'on est capable d'aller chercher. Les coups backdoor, qui est à mon avis encore pas assez utilisé au basketball, ben, il y a plein de coups backdoor qui existent. Les actions d'écran, ben, tu joues à l'écran sans la balle. Tous les mouvements de joueurs sans la balle, c'est fou à quel point je trouve que c'est pas assez mis l'emphase là-dessus. Les joueurs, défensivement, ils regardent le 3/4 du temps juste la balle, coupe dans son dos, il va chercher un panier facile. Il va faire un écran, refuse l'écran. C'est identifier les paniers faciles. Puis après ça, ben, en situation de pratique, c'est de renforcer ça. On fait des games et les paniers faciles, au lieu de compter pour 2 points, comptent pour 3. OK, les gars, après ça, ce qu'ils vont faire, c'est des coups backdoor, aller chercher des petits codes, aller chercher des lips à transition, ils ont un coup de courir. Fait que c'est de valoriser ces créations de paniers faciles-là. Donc, la transition offensive, le rebond offensif, les coups backdoor, le mouvement sans la balle, ça c'est des paniers faciles. Puis contre Jeanne Mance, ben, deuxième demi, on a eu plein de paniers faciles là, le dernier quart où les gars ils coupaient, ils se rendaient au panier, il y a des transitions. Puis c'est pour ça qu'on a réussi à faire 38 points dans un quart, c'est pas juste des 3 points, il y a beaucoup là-dedans de petits lay-ups 1 contre 0. La particularité là, en Division 1, c'est qu'il y a tes qualifications qui se passent une semaine avant tes playoffs. Fait que dans le fond, vos playoffs sont coupés en 2, 8e quart de finale quand tu gagnes tout. Puis si tu gagnes tout ça, tu peux tomber en demi-finale, puis si tu gagnes en finale la fin de semaine d'après. Donc, tu tombes sur une semaine de pratique avant ta demi-finale. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? À partir de là, on sait que tu vas jouer contre Rochebelle là, qui avait gagné leur match d'avant. Je pense que la surprise un petit peu du tournoi, en tout cas de mon côté, je n'étais pas dans votre ligne non plus, mais c'est NDL qui sont allés chercher le Brébeuf, qui était un petit peu une surprise, sachant que Brébeuf Québec étaient les favoris dans le match. Tout à fait. Pour ce qui est de notre match contre Rochebelle, on a une belle semaine de préparation. Là, cette fois-ci, c'était mes jeunes qui sont à Montréal qui étaient en semaine de relâche. Fait que là, j'ai eu Mathis Rio qui est venu, Justin est encore là, quelques gars de Sainte-Foy qui étaient capables de se libérer. Donc, pendant la semaine, j'ai encore eu des anciens qui sont venus. Donc, ça l'aide beaucoup pour refléter des situations de partie en entraînement. Notre plan de match, c'était d'arrêter leurs bons joueurs. Rochebelle, ils sont un peu moins homogènes que nous autres. Ils ont vraiment 2 joueurs un peu plus dominants. Puis après ça, ça descend tranquillement. Donc, c'était d'arriver à arrêter ces joueurs-là, de connaître les tendances. Là, c'est la 3e fois qu'on les jouait, parce qu'on les avait joués à la Classique de Québec en finale. On avait perdu par une vingtaine de points quand même. Fait que là, après 3 fois qu'on les joue, ben là, on commence à bien les connaître. Puis nous autres, on essaie de se préparer à eux autres. Oui, vas-y. Puis là, tu me dis, les matchs que tu joues contre eux, en fait, pas le dernier match, mais là, tu joues contre eux, tu perds par 20. Comment tu réussis à garder la flamme de tes gars? Hey, les gars, c'est pas trop stressant, on va réussir à aller chercher. Tu les as joués un petit peu avant les playoffs, tu l'échappes par 4, mais comment tu réussis à pas faire en sorte que tes joueurs commencent à se dire on n'ira pas les chercher, ils sont trop bons. Comment tu as fait pour gérer ça? On arrive à motiver les gars avec plein de petites choses. J'utilise beaucoup des images dans le vestiaire. La game contre Rochebelle qu'on a perdu contre eux autres chez nous, là, ça a été super bien été. Là. Mais Rochebelle, ça reste qu'ils ont gagné le match et nous autres sont contents. Il y a un peu de foule, ils embarquent sur le terrain, ils sont contents. Aucun manque de respect, mais c'est juste que nous autres, on voit ça. Puis je l'ai sur le tape. On voit l'équipe de C7 partir, la tête entre les 2 jambes, vraiment déçus. Puis les gars de Rochebelle, tout contents sur le terrain. Et moi, je prends cette image-là, je l'imprime, je la mets dans le vestiaire. Puis je suis comme les gars, tu veux pas reproduire ça. Tu veux pas revivre ça. Tu te rappelles l'émotion que tu as vécue, mais tu vas tout faire en sorte cette semaine pour pas revivre cette image-là. Puis c'est plein de petits détails. Ah, ça tape le côté compétiteur. C'est fun de voir parce qu'il y a beaucoup d'équipes, quand ils se font battre 2, 3, 4, 5 fois par des joueurs ou par des équipes au courant de leur parcours, tu as l'impression que ça leur joue énormément dans la tête. Tu as l'impression qu'ils arrivent là, puis dans leur tête, le match est déjà ouvert. Fait que c'est cool de voir comment tu as réussi à imaginer la rivalité. Puis c'est là qu'on voit que
assurément que le temps que tu as passé après Noël dans ta rivalité en pratique, puis à créer des compétitions, puis à créer des conséquences, quand tu perds, sans que ce soit des conséquences de fou, mais ça a fait en sorte que les gars se sont dit OK, non, je veux pas perdre. C'est ça. Puis il y a d'autres choses qui sont passées aussi entre-temps. Il y a 2 points avant le match de Rochebelle, je pense, qui nous a aidé beaucoup à le gagner. Il y a eu le dévoilement des votes des équipes étoiles. Moi, j'étais au courant. Je peux pas dire qui gagne, mais j'ai annoncé à mes joueurs qu'il n'y avait aucun joueur de l'équipe qui était sur les équipes étoiles. Et je pense à des joueurs comme... puis des joueurs aussi sur l'équipe défensive. Là. J'ai Landry, on est 3e au classement. C'est sûr que le vote, il y a quand même un côté politique, il faut que je sois correct là-dedans. Le vote a été fait en février, après la game qu'on venait de perdre contre Brébeuf-Montréal. Fait que là, on était avec 3 défaites. Puis faut mettre en perspective, juste pour les gens qui ne comprennent pas, dis-moi si je me trompe, mais de mon côté, ça se passe comme ça. Tu sais, les votes, c'est tous les entraîneurs qui doivent faire un top 10, tout ça de ton côté. Puis toi, tu n'as pas le droit de voter pour ton équipe. C'est sûr, ce qui est normal. Mais ce qui fait en sorte que c'est très difficile comme entraîneur de se dire, tu sais, je sais pas comment toi tu penses ça, mais moi je sais que là, quand je dois voter là ou la MVP de la Ligue, tu sais, c'est tout le temps dur, parce que oui, je les vois les stats comme tout le monde, mais si cette joueuse ou ce joueur-là a mal joué contre moi, j'ai tendance à avoir de la difficulté à le mettre en MVP. Il a arrêté mon meilleur joueur, fait que moi je le mettrais défenseur de l'année. C'est un prix qui est vraiment cool pour les joueurs, qui est trippant, puis qui, selon moi, doit rester. Mais est-ce que la manière d'élire les joueurs est la plus simple ou la meilleure? Je sais pas. C'est quelque chose que j'avais proposé, puis je sais pas si ça s'est rendu. J'avais parlé avec David, mais de faire un peu comme avec le football, puis même le collégial D1. Il y a le premier vote, puis qu'après ça, les entraîneurs se rencontrent, puis c'est comme, hey, SSF ont fini 3e au classement, ils ne peuvent pas avoir aucun joueur sur une équipe étoile. Qui avait mis, OK, on va mettre un tel ou un tel. Fait que je pense qu'il y a des façons de faire, retarder le vote, et pourquoi le vote est en février alors que le dévoilement est en mars. C'est pas vrai que ça prend un mois pour comptabiliser tout ça. Fait, c'est plein de choses comme ça que je pense que la Ligue doit faire de mieux, mais ça reste que c'est un prix que pour nous autres, on trouve anodin, mais pour le jeune, qui est vraiment... La moitié de mes jeunes, dans la rencontre individuelle en début de l'année, ont dit qu'ils voulaient être sur une équipe étoile. Fait que ça a joué beaucoup sur la motivation des jeunes. Donc, j'ai dit aux gars, les gars, on n'a pas de joueurs sur les équipes étoiles. On va être au banquet, vous allez découvrir c'est qui. Mais là, il faut que tu montres à la Ligue. C'est pas par manque de respect, mais juste qu'on mérite un peu plus de respect. On doit montrer à tout le monde qu'ils ont tort. Puis que nous autres, la meilleure façon de montrer qu'ils ont tort, c'est d'aller chercher un championnat provincial avec aucun joueur sur les équipes étoiles. Puis ça, c'est un message fort qu'on envoie. Parce que le basketball, ça reste un sport collectif et non un sport individuel. Fait que là, les gars, c'est plus juste... Et là, Rochebelle, on les a battus 2 fois. On avait de quoi de plus gros que juste ça. Puis on parle des équipes étoiles, mais ça reste que Félix Légaré, il average 3 charges par game. Plus 2-3 vols de balles, puis 5 rebonds défensifs. J'ai la misère à croire que si tu fais prendre 3 charges par game, tu ne peux pas être le joueur défensif de l'année. Puis c'est un garde, puis c'est une ligue orientée sur les gardes. Fait que là, tu sais, c'est une déception pour plein de joueurs. Puis d'amener cette déception-là sur comme, regarde, on va amener ça sur de quoi de plus gros, prouver, parce que ça, c'est un prix individuel. Mais nous autres, on reste qu'on veut gagner en équipe, puis de passer ce message-là. C'est cool de voir comment tu as utilisé tout, parce que ça crée beaucoup d'énergie autour des joueurs. OK, on l'a pas eu, on est fâché et tout, mais maintenant, cette énergie, on va le canaliser sur notre objectif principal. On va le canaliser sur montrer à tout le monde que tout le monde qui a voté ont eu tort de ne pas nous mettre dedans. Mm-hmm. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis j'ose espérer que ça se voit aussi dans les tapes qui se passent en ce moment. Mais il y a eu une vraie différence, là, je pense, après ça. On a senti votre équipe revivre. Là. Pas revivre de ses centres parce que vous étiez pas bas et vous étiez bien placé, mais on voit vraiment avant-après. Là. Ouais. Notamment dans le match contre Rochebelle, je vais te laisser y aller à partir de là, mais au début du match où est-ce que vous vous envoyez coup par coup, puis c'est à peu près égalité, je pense que c'est Félix là, qui commence à faire deux ou trois steals sur le full court en 1-1 en gardant le guard de l'autre côté. Mm-hmm. Tu vois, OK, oh shit, là, il y a de quoi qui se crée là, à partir de là. Oui. Ah, c'est ça, c'est vraiment bien ce match-là. Mais juste avant le match, il y a deux moments cruciaux, je pense, qui s'est passé avant le match. Cette équipe cadette filles jouait en demi-finale aussi. Donc nous, on est allé les encourager, donc on était là la veille au match. Puis ça nous a permis de tâter un peu l'environnement parce qu'on jouait à Brébeuf, Montréal. Je sais pas si tu étais là ou si tu regardais la game en ligne. Tu regardais en ligne. Ouais. Le gym était très bruyant.
Il y avait beaucoup d'écho dans le gymnase. La communication était très inefficace. Il y avait les coachs qui parlaient. Puis, c'était très inefficace la communication entre le coach sur le sideline et les joueurs sur le terrain. Surtout que le banc était un peu plus reculé, tout ça. Il y avait des dead spots aussi sur le terrain. Donc, des endroits que le ballon, tu vois, il dribble et il rebondit mal. Fait que c'est d'un peu analyser puis de comprendre l'environnement dans lequel tu vas jouer. Nous autres, avant d'aller au banquet, on a une activité d'équipe. Notre activité d'équipe, c'est on a joué toute l'année, on a joué à boulette. On met un mot sur un bout de papier, tu le prends puis tu le mets. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu toutes nos set plays, nos sorties de balles, toute la communication que moi je peux apporter aux gars. Puis là, les gars, ils faisaient ça. Puis là, ils étaient comme, OK, ça c'est swing. C'est quoi le signe pour swing? OK, c'est ça. Fait que là, ils faisaient un mime. Puis là, les gars, ils devaient trouver c'est quoi. Puis des fois, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas identifiées. Mettons, on avait une défensive qui s'appelait rouge. Je prenais mon chandail parce que j'avais un peu le rouge. Des genres d'affaires de même qu'après ça, on arrivait pour la game puis qu'on était prêt. On était, à mon avis, plus préparé que l'autre équipe. Puis que comme Rochebelle, elle n'était pas là à ce match-là puis qu'ils ne connaissaient pas l'environnement, mais les autres, à mon avis, ils vont coacher une game comme ils ont toujours coaché depuis le début de l'année. Puis moi, j'avais remarqué dans notre game de dernière saison régulière, lancer franc, le gars il attaché le lacet avant le lancer franc, pendant que le coach peut parler à son huddle. De ralentir la game pour les communications, pas venir pour parler, tout ça. J'avais comme observé une tendance de l'entraîneur à parler beaucoup à ses joueurs, de feeder beaucoup avec ses joueurs. Fait que moi, j'ai dit, les gars, si le match va bien, deuxième demi, je ne prendrai pas de temps mort. On va priver l'autre équipe de 3 temps morts parce que nous autres, on va être organisés avec des signes. À chacun des temps morts, on se parle en équipe. J'ai du super bon leadership que j'ai développé pendant l'année avec Félix qui était notre capitaine là-dessus et qui était super bon. Félix venait me voir, je parlais, retourner dans le huddle. Fait que la communication se faisait de cette façon-là. J'aurais dit aussi que si c'est une run de 10-0, peu importe, j'allais les prendre. Mais idéalement, on ne les prend pas. Puis on va priver l'adversaire de cette communication-là parce qu'ils ont l'air plus dépendants de ça que nous autres. Tu vois, c'est une stratégie que c'est pas nécessairement des X and O, c'est plus observer l'environnement, connaître l'adversaire, puis d'arriver avec une certaine stratégie comme ça avant le match. Puis l'autre chose qui nous a donné un gros boost aussi au niveau de la motivation, c'est que le soir, on a eu le banquet. Puis là, les équipes étoiles, justement, ils ont été dévoilées. Puis là, les joueurs, ils étaient sidérés par ça. Puis ça les a vraiment comme motivés. Puis ils étaient comme, OK, là, on aurait pu avoir un joueur à une coupe de place. Si on les a pas, on va chercher le gros prix. Fait que ça les a comme... Avant le match, l'énergie des gars, tout le monde était prêt. Puis c'est vraiment après ça, le match commence. Ah, ok. C'est tellement cool aussi de voir que tu as poussé ton observation puis ton visionnement à voir, ok, l'autre bord, ils ont de l'air très communication par rapport au coach dépendant puis qu'on va essayer de couper ça. Du moins, c'était dans les intentions. Ouais. C'est cool de voir ça puis de voir l'énergie que tu as mis sur les bonnes choses. Ça passe la semaine d'entraînement. On passe beaucoup de temps sur réviser. On a juste 2-3 trucs par rapport à l'autre équipe. Et là, on arrive justement à Brébeuf le lendemain de vos cadettes. Qu'est-ce qui se passe à partir de le match un petit peu? Je te laisse y aller. Qu'est-ce qui arrive pendant le match de Rochebelle? Première demi, comme tu disais, c'est un échange d'avance. Ils prennent des avances. On s'alterne comme ça. De façon générale, puis là, ils jouent un match-up zone qui se tombe de zone à main. Puis on avait les solutions. On avait un plan de match qui fonctionnait pour ça, mais juste qu'il manquait de mouvement sans la balle. Il manquait des drives sur la baseline parce qu'il y avait moins de rotation. Fait qu'à la demi, on n'a pas fait beaucoup d'ajustements. On était comme, là, les gars, il y a ça qui se passe, il faut qu'on soit meilleur. On va rouler ce type d'action-là. Donc, c'était un écran vers le centre avec la cote du coin, le gars qui remplace. Puis, quelque chose qu'on fait depuis le début de l'année. Jusque là, il faut que tu connectes ton écran pour aller chercher le deuxième joueur, pour sortir la balle, tomber dans notre système de l'espèce de domino, où les dominos tombent puis qu'on peut chercher des touch points, tout ça. Puis, défensivement, on doit faire un meilleur job sur ces deux joueurs-là parce qu'ils arrivent à, pas nécessairement scorer, mais à se rendre dans la peinture puis à développer leurs choses. Après ça, dans le match, il y a eu un moment charnière au troisième quart. L'écart n'est pas encore fait. Il y a une balle par terre, puis il y a un de mes joueurs qui saute pas par terre sur le ballon. Il y a David Levasseur qui est en train de checker la game à côté, puis il commence à crier, puis là, il vient nous voir, puis comme là, lui, il doit sauter sur les balles. Le niveau d'énergie des gars, l'intensité a comme été réussi à être boosté. J'avais un de mes joueurs qui faisait le ramadan, puis qui a été exceptionnel. Il a été vraiment... beaucoup d'orgueil, beaucoup d'âge à passer. Il surveillait un super bon joueur à l'autre bord. Il a volé des balles, il était chercher des N1, des gros baskets en transition.
À un moment donné, il vient me voir et il me dit, le coach, je suis plus capable. Genre, je veux garder du jus pour demain. La game était rendue par 10-15. Puis là, on sentait qu'avant les momentum, le coach au bord, il avait plus ses temps morts. Là, les 3 points commençaient à tomber. Puis là, c'est là que j'ai la stats quelque part ici. Là. La game a fini 4e quart. On a fini 30-11 au 4e quart. Fait qu'encore une fois, le plan de match, c'est de les casser, c'est de jouer fort, de jouer physique. Puis qu'à l'usure, on va les avoir. Fait que le dernier quart, on a gagné 30-11. Ok, wow, malade. Donc là, il arrive le hype de good. On tombe en finale, on tombe contre l'équipe qui est classée première, qui à ce moment-là a une défaite dans la saison chez eux. Comment, pour mettre aussi en contexte, tu joues le lendemain, après 24 heures là, de repos, puis on est reparti. Donc, comment tu gères ça avec tes gars, cette pression-là, ce bruit-là? Parce que c'était quelque chose de jouer Rochebelle là-bas, assurément, mais de jouer Brébeuf chez eux le lendemain, ça c'est un autre monde, encore plus en finale. Ouais, puis ça reste que Brébeuf aussi, la dernière fois qu'on les a joués, on a perdu par 20. Au banquet, les gars dans la mémoire fraîche, ils ont le coach de l'année, il y a le MVP de la Ligue, il y a un joueur sur l'équipe étoile, ils ont comme plein de choses. Ils ont gagné cadet la veille, ils ont gagné collégial. C'est comme là, ça ramasse faire un triplé avec le juvénile. Tout est comme dessiné pour qu'ils gagnent. C'est d'amener la motivation sur quelque chose de plus grand que juste ça. Ça reste, guys, qu'on n'a pas de joueurs sur les équipes étoiles. Ça reste qu'on a un message qu'on veut passer. C'est pas contre Rochebelle, c'est contre Brébeuf, c'est contre hey, on doit montrer à tout le monde qu'on est capable de jouer du basketball collectif, puis qu'on est capable d'être la meilleure équipe de la ligue, puis de gagner 100 joueurs sur les équipes étoiles. Fait que c'est d'avoir ce plus gros objectif-là. Puis après ça, ben, il y a plein de coachs aussi qui étaient un peu dans l'ombre, mais qui c'est important pour moi de mentionner. Où j'avais Christophe Parent, j'avais Charles-Antoine Guy qui était avec moi sur le staff. Le soir, on retourne à l'hôtel, on a fait du vidéo. Attends, on va remercier tout le monde, puis ensuite, on va se concentrer sur ta soirée, toi, d'entraîneur, entre tes 2 journées. Ouais. Puis après ça, ben, t'as Alexandre Leclerc puis François Patnaud. François Patnaud, ce qui est le fun, c'est qu'Alex puis Peck, François Patnaud, on est dans le même bureau. Fait que beaucoup de discussions pendant l'année. Peck est rendu qui pousse beaucoup dans l'arbitrage. Fait qu'il a donné comme plein de trucs aux gars sur être vertical, comment faire prendre des charts et plein d'affaires comme ça. Puis justement, dans cette soirée-là, ben, j'avais déjà mandaté les gars de « Hey, si vous êtes capable de faire du tape pour préparer l'adversaire. » Parce que nous autres, on ne savait pas où on allait jouer NDL ou Brébeuf. On ne pouvait pas overlook Rochebelle. Puis on savait pas c'était quoi Fait que les gars dans le fond de la soirée, c'est que j'avais mon staff dans le bureau qui faisait des vidéos. J'en faisais un peu, mais c'était de collecter des informations de Alex d'un bord, de Peck de l'autre, puis de tout mettre ça ensemble, puis de m'assurer que le scouting report, la feuille que j'allais présenter aux gars le lendemain, il n'y ait pas de nouveautés. On reste notre identité. Il y a des affaires que c'est important d'avoir. On parle nous autres comment aller chercher des easy buckets contre Brébeuf. C'est quoi leur force défensive? Les autres ont été très très bons dans les gaps. Sur les drives, on n'arrivait pas à aller chercher des touch points, ils viennent fermer fort. Il faut qu'on soit meilleur sans la balle sur des mouvements. Après ça, Alex, lui, il a regardé le tape et il m'a dit regarde, voici toutes les easy buckets qu'ils font. C'est la meilleure équipe au rebond offensif de la ligue. C'est une des meilleures équipes sur la transition offensive. Quand la balle rentre inside ou sur une drive, le joueur du 45, c'est un bon joueur, il coupe fort à chaque fois puis ils veulent donner cette balle-là puis il va scorer des points là-dessus. C'est des paniers faciles. Le plan de match, c'est comme voici comment on va chercher des paniers faciles, voici ce qu'on veut leur enlever. Après ça, il y a du scouting individuel, tout ça, mais c'était de prendre toutes les personnes disponibles, puis de prendre les informations de chacun, puis moi, c'était de les filtrer, puis de prendre ce qui était accessible pour mes gars, parce que je peux pas arriver avec quelque chose de nouveau. Là. Puis c'est comme un casse-tête, tu as toutes les pièces devant toi, on rajoute pas de pièces, tu as toutes les pièces, on va juste les assembler, puis ça se peut qu'il y ait une pièce qui soit un peu différente, et ça reste que le puzzle va être assemblé de la bonne façon avec les pièces qu'on connaît déjà, il n'y aura pas de nouveauté. La préparation, je pense qu'on a été super bon. Le lendemain, on s'est rencontrés à l'hôtel. J'ai présenté le scouting report. Puis, ta préparation, ça t'a pris combien de temps là, durant la soirée? T'es arrivé, pour nous mettre en contexte, t'arrives à Québec à quelle heure? De quelle heure à quelle heure tu fais ça après? On joue le lendemain. Fait que on a joué samedi. C'est ça, on a joué samedi Rochebelle, puis dimanche on joue Brébeuf. On dort à l'hôtel à Montréal, on soupe au resto rapidement, les parents avaient réservé, on s'en va à un resto, on mange rapidement, on s'en va après ça dans la chambre d'hôtel. On a fini, je pense, à 11h minuit, ça reste que comme les jeunes, il faut qu'on soit frais et dispo pour le lendemain. Après ça, c'est déjeuner, le lendemain matin, meeting d'équipe. Là. C'est un 3-4 heures investi à ce moment-là, mais 3-4 heures avec 5 personnes, fait que ça reste que c'est beaucoup d'heures qui a été mis en peu de temps. Okay. Un super staff.
T'arrives à Brébeuf le lendemain, t'as fidé ton équipe, t'as ton game plan. À partir de là, si tu veux un petit peu nous décrire, un petit peu, là, je pense qu'on peut aller sur les grandes lignes du game plan. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Dans le fond, la dernière fois qu'on avait joué, j'avais parlé qu'on avait perdu un peu notre identité. Puis que là, on voulait garder notre identité. Puis défensivement, nous, on a toujours fait des switches toute l'année. Parce qu'à mon avis, on était capable de surveiller presque tous les joueurs de 1 à 5. Puis là, ça faisait en sorte que Félix Légaré, qui est mon point de garde, il doit être 5 et 8, devait surveiller le big man de bord qui est 6-8. Mais Félix, on l'a pratiqué dans les entraînements, on l'a pratiqué à surveiller inside, front inside, à l'opposé en aide. Tout ça, on l'a pratiqué beaucoup parce que ça restait qu'on était petit, fait qu'il fallait être prêt à fronter et à venir aider. Mais c'était mon meilleur défenseur inside qui se ramassait sur leur joueur au bord, puis les autres voulaient exploiter ça. Puis on est arrivé avec Félix qui a juste complètement travaillé plus fort, avec plus d'intensité. Puis là, je nomme Félix, mais j'ai plein d'autres joueurs qui ont embarqué là-dedans. J'ai plein d'autres joueurs qui ont fait des affaires similaires, puis qui ont réussi à arrêter cette première menace-là, qui était Dominique, qui jouait inside, qui était très dominant. Ouais, il y avait notamment aussi, j'avais trouvé que Xavier Montalent avait fait une job exceptionnelle. C'était souvent lui qui le gardait avant les écrans. Il avait fait une job exceptionnelle aussi pour le contenir. Oui, très impressionnant. Oui, c'est ça. Les gars, ils croyaient quelque chose de plus gros. Il y avait plus là. C'était pas une question d'ego. Puis même s'il échouait, c'était pas grave. On passe au next play. Puis ils ont embarqué là-dedans. Puis toute l'année, je disais aux gars, faites-moi confiance. Faites-moi confiance au plan de match. Faites-moi confiance à ça. Ça va être payant un jour. Puis tu vois ce match-là, mais j'ai pas pris de temps mort aussi deuxième demi. Là. Puis j'ai fait, les gars, c'est à mon tour de vous faire confiance. C'est comme on a fait tout ça. Là. Puis je sentais pas que j'avais besoin d'en prendre un. Le momentum, il allait quand même bien. C'est back and forth. Mais c'est là que là, les gars, ça s'est rendu à moi vous faire confiance. On a construit ça toute l'année. C'est une machine qui est bien huilée, qui fonctionne bien. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir me permettre de faire confiance à mes joueurs de même. Il y a deux moments dans le match que j'aimerais parler. Le premier, c'est le début de game. On commence la game, c'est 8-0 pour l'autre équipe. Offensivement, on a juste jacké des 3 points, pas de touch paint, des lancers rapides. C'était pas dans le plan de match. Je prends un temps mort, j'explique aux gars, les gars, je vous rappelle, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui est sur une équipe étoile puis qui est un All-Star qui va nous sauver. Arrêtez de penser que tu vas sauver. On s'est rendu là en jouant en équipe. Pourquoi là aujourd'hui on va commencer à shooter n'importe quoi parce que tu veux montrer que tu es bon? La Ligue le dit, tu n'as pas de joueurs sur les équipes étoiles. Montre que tu es une bonne équipe collective. Après ça, on a fini le quart, puis on a gagné le quart 14-12. Puis en revenant du temps mort, ils ont fait d'autres 2 points. Fait on a commencé la game 0-10. Mais on a fini le quart 14-12. Fait que c'est de ramener les joueurs sur notre force et le collectif. Offensivement, on doit avoir une intelligence collective, on doit être ensemble. Puis c'est pas des ajustements de X and O, puis là, c'est juste de les rappeler sur tout ce qu'on a fait cette année, puis les principes que les coachs ont mis beaucoup de temps en début d'année pour trouver le bon principe. Ben maintenant, on va l'appliquer, puis on va s'assurer que le gars soit responsable, puis qu'il le fasse, puis qu'il y croit. Fait que ça a été vraiment la différence. Fait que c'est ça un moment assez charnière. Quand tu vois 0-10, intérieurement, tu te sens comment? Tu commences à douter de ton équipe ou tu te dis non, we got this, je le feel? Je sentais, je savais qu'on jouait pas mal, on faisait des belles choses quand même défensivement, on avait quand même il y a eu quelques belles séquences offensives, mais je savais que la vapeur allait tomber, puis on s'est mis dans des postures quand même difficiles aussi, perdre par 15 contre Jamons au troisième quart, ça me stressait plus que perdre par 10 en début de game. Ça reste qu'à mon avis, on est encore l'équipe la plus en forme. Brébeuf était vraiment en forme en passant aussi. Puis je lui avais toujours l'idée en tête que le quatrième quart, si on le gagne, on est correct. On va juste courir, les casser, puis à un moment donné, on va reprendre ce league-là. Fait que ça m'a pas fait peur, ce league-là. Oui, ça vient me chercher, mais je peux pas le démontrer. J'étais calme, j'étais posé, j'étais comme les gars. Next play, puis on va finir par enchaîner les bonnes séquences, puis c'est ça qui est arrivé. Donc ça, c'est notre premier moment charnière du match. Je voulais ensuite nous lancer sur le deuxième moment. Je te laisse y aller. Le deuxième moment, c'est quand on parle de leadership et de responsabiliser les joueurs, ça reste que le joueur, c'est lui qui joue la game. Il voit plus de choses que le coach souvent. Parce que je vais avoir le big picture, je vais avoir le banc, il y a plein de choses à regarder, puis même avec le staff, le staff a des rôles différents. Puis c'est au troisième quart, situation dans ses francs, et Félix il vient me voir puis il me dit hey coach, j'ai expliqué au gars, il n'est pas au gars, on ne switch pas cette action-là, mais on switch les autres.
Puis là, moi, je me suis pas cassé. Je suis comme, OK, c'est bon. Les gars le savent, parfait. Puis là, les gars, ils ont fait ça. Puis là, à la fin du quart, on a 2 minutes. Fait que là, je prends Félix à part. Je suis comme, le Félix, explique-moi pourquoi. Puis il dit, ouais, ils veulent faire cette première action-là pour qu'on switch, pour pas que je me ramasse à surveiller Dominique à l'intérieur, le big man. Fait qu'on ne switchera pas celle-là pour qu'après ça, l'autre écran, lui, on peut switcher puis qu'on ait un match-up favorable. Et ça reste que c'est un gars de son R5 qui a tout vu ça, expliqué ça, que les gars, là, ils sont pas dit, hey, ça vient pas du coach. Non, le leadership était bien établi puis ça avait été construit pendant toute l'année. Que là, les gars, ils ont barré là-dessus puis que les séquences d'après, on a fait des stops sur quelque chose que même moi, j'aurais probablement pas vu puis qui a fait de la différence dans le match. Fait que là, ben, il me dit ça, je rentre dans le temps mort, je suis comme les gars. Félix a fait un super bon point, c'est ça qu'on va faire. Puis cette action-là, on la switch pas, mais le reste, on switch tout. Puis là, c'est super simple. Ça a été super simple à ce moment-là parce que les gars, ils étaient rendus responsables, il y a un bon leadership, les gars avaient un gros IQ parce qu'on a travaillé ça toute l'année. Puis là, ben, il y a comme une espèce de magie qui s'est installée. Fait que ça, vraiment, à ce moment-là, j'étais comme, on va être difficile à battre, à mon avis. Wow, je pense que tu l'as bien résumé. J'ai un petit peu cette philosophie-là aussi de. C'est difficile pour nous, il y a des trucs qu'on peut pas ressentir comme entraîneur. Quand tu es sur le site, tu peux pas tout voir, tu peux pas tout ressentir comme les joueurs. Fait je pense que c'est là que les équipes qui réussissent à gagner souvent font une différence, c'est que c'est les joueurs à la fin qui lead. Surtout en finale où est-ce que ça devient dur de faire des ajustements, puis c'est possible, mais avec le stress, la pression, puis tout ce qui se passe, il faut souvent que ça vienne des joueurs là, dans ces situations-là. Exactement. Fait que j'étais content parce que c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup d'emphase durant l'année, le leadership, puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment payant. À partir de là, vient le moment charnière où est-ce que vous gagnez le match. Comment tu célèbres ça aussi collectivement? Qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là? Au début, c'est une gamme d'émotions. J'étais tellement dans le moment présent, puis les joueurs aussi, que là, on réalise qu'on a gagné. Là. On réalise que c'est fini, puis qu'on est champion provincial. Fait que là, on avait un autobus de partisans. Fait que là, tout le monde se ramasse sur le terrain, on cheer, il y a la remise des médailles, on coupe le filet. Après ça, on s'en va au vestiaire. Puis là, le responsable du tournoi, il me dit, là, tes gars, ils font du grabuge. Tes gars font du grabuge dans le vestiaire. Il faut que tu t'en viennes. Là, vite, là, les gars font n'importe quoi. Puis là, je suis avec mon staff. On s'en vient. Là, les gars étaient cachés dans le cadre de porte, dans le corridor, tout ça. Puis j'ai le droit à ma douche après ça. Arrosé d'eau, tout ça. Un petit speech. Après ça, on va dans le vestiaire, on continue à parler. Après ça, c'est de féliciter indéniablement tous les joueurs. Puis cette game-là, on l'a joué à 7. Mais on l'a pas gagné à 7, on l'a gagné à 11 parce que tout le monde était là. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Là. Je me rappelle, il y a un de mes joueurs là, sur l'R5. Là. C'était un autre moment important de ce match-là. C'est un bon leader. C'est lui qui a fait le speech avant la game. Et là, pendant le match, à un moment donné, je me retourne vers le banc. Puis là, je suis accroupi. Puis il fait juste me regarder. Là. Coach, on va l'avoir. On va l'avoir. Là. Moment présent, là, t'es capable, let's go, coach. Il m'a dit ça. J'étais comme, wow. C'est de remercier ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là, tout le monde a eu un impact pendant la game. Puis tant que tu l'as pas vécu, je pense, c'est difficile de le percevoir et de le comprendre à 100%, mais dans des situations où est-ce qu'en plus tu es en terrain, on va dire hostile, ton banc devient tellement important, ces encouragements-là qui mettent l'énergie qu'ils mettent sur les gros plays, sur les stops, sur les steals, sur les gros paniers, elle vaut tellement beaucoup parce que malheureusement la foule essaie de t'en donner, mais il y en a beaucoup de l'autre côté. Fait que c'est difficile à décrire, je pense. En tout cas, je pense pas que je vais être capable de bien décrire, mais pour l'avoir vécu aussi cette année, mais l'énergie que le banc apporte, elle vaut plus que n'importe quoi là, pour les joueurs comme pour tout le monde dans l'équipe. Là. Puis comme je t'ai dit, ça revient, on a parlé au début du podcast. Les premières games hors concours, qu'est-ce qu'on coach? C'est le banc, c'est les standards. Et ça l'a suivi jusqu'à la fin de l'année, puis ça nous a aidé énormément à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on a fait une super belle job de coaching cette année parce qu'on a coaché les petites choses qui arrivent à la fin, les petits détails qui à la fin font la différence. C'est malade. Si ta saison là, en entière est à refaire, tu refais tout de A à Z avec ce groupe-là contre ces équipes-là, y a-tu des trucs que tu ferais différents ou tu irais exactement pareil? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'avec le succès qu'on a eu, je dirais de façon assez similaire. Il y a peut-être... il y a des moments dans l'année où est-ce que la fatigue était peut-être un petit peu trop importante. Ça permet de créer une surcharge qui permet un déloading puis une prise qui n'a pas bien marché en 2023-2024. Ajuster ça pour cette année. Là, l'an prochain, c'est d'avoir des nouveaux défis puis de faire un retour. J'ai mon souper prochainement avec mes coachs pour réidentifier les 3 choses qu'on doit mettre de l'avant parce que on perd des gros morceaux, on perd du super bon leadership. Fait qu'il y a plein de choses qu'on perd, mais il y a plein de choses aussi
les gars de 4 ils arrivent avec un bagage qu'on n'avait pas avant. C'est le genre de voir ça. Ça va être quoi tes principaux objectifs pour ta prochaine saison? Le leadership, c'est sûr qu'à mon avis, les équipes qui arrivent à avoir un gros leadership de joueurs comme ça en playoff, ça fait vraiment la différence. Cette année, j'avais un leadership qui était très orienté sur un joueur. Fait que là, l'an prochain, j'ai beaucoup de leaders dans mon équipe, j'ai beaucoup de joueurs qui sont vocales. Mais là, ça de savoir qui parle quand, qui écouter quand. Quand le leadership est dirigé sur un joueur, c'est simple. Mais là, c'est d'avoir plein de personnes puis de savoir comment jouer avec tous ces éléments-là. Parce que j'ai plein de joueurs qui sont capables d'apporter du leadership. Ça reste que le leadership, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une petite parenthèse. À mon avis, quand tu regardes la littérature scientifique sur le leadership, il y a quand même beaucoup de sciences de psychologie sportive qui ont été faites. Il y a plusieurs théories. Il y en a une que c'est une habileté, il y en a d'autres que c'est inné, tu nais leader. Mais à mon avis, c'est dans la pratique, il y a d'autres choses. Moi, quand je résume, c'est plus il y a 3 niveaux. Le premier niveau, là, c'est être un bon coéquipier. Puis ça, on met l'emphase tout le temps là-dessus. Si tu n'es pas un bon coéquipier, tu ne peux pas être un bon leader. Si moi, je suis déplaisant, je suis arrogant, puis qu'après ça, je te parle, puis je suis comme « Hey Félix, il faudrait que tu boxes en plus. » Tu me dis « Hey, qui pour me dire ça? T'es même pas le fun. » Fait que la première des choses, c'est un bon coéquipier. Puis ça, on travaille en entraînement, c'est des high five, c'est d'être capable de bien communiquer, être capable d'être humble, prendre la critique, tout ça. Puis être un bon coéquipier, ce que ça permet aussi, c'est que leadership, c'est un peu comme du passing. J'ai beau être le meilleur passeur, mais si tu as une main pleine de pouces, tu vas rien à attraper. Fait que si tu es un bon coéquipier, puis que je travaille ce leadership-là de base, ben après ça, quand Félix arrivait et qu'il disait quelque chose à quelqu'un, ben, il écoutait puis il le faisait. Fait que il y a beaucoup de ça aussi dans le leadership. C'est pas juste la personne qui parle et qui amène, c'est les autres qui sont capables de recevoir ça. Fait que ça, c'est vraiment mon premier niveau. Après ça, c'est d'avoir des leaders par exemple. Premier arrivé, premier dernier qui sort, qui est sharp, qui respecte tous les standards d'équipe. Fait que ça. Puis après ça, c'est l'abnégation. Mettre ta personne au service de l'équipe. Je parle par exemple du joueur pendant la finale qui était sur le banc, qui me parle puis qui m'encourage moi puis qui encourage ses joueurs. Il n'a pas joué dans la game, il a eu un impact sur la game, il a fait preuve d'abnégation. Il a mis son équipe par-dessus son niveau personnel. Fait que ça, c'est comme les 3 niveaux que j'essaie d'enseigner, ça prend du temps. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à développer pour l'an prochain. Mais là, ce que je te dis, c'est que le défi, c'est comme plus qui qu'on va écouter quand. Dans le vestiaire, ça se peut qu'il y en ait un. Sur le terrain, ça se peut qu'il y en ait un. Quand ça va bien, ça se peut qu'il y en ait un. C'est qui écouter quand? Fait le défi l'an prochain. Mais comme je te disais, c'est quelque chose qui se travaille. Ils montrent quelque chose qu'on prie pour que ça arrive. Puis que si ça n'arrive pas, tu as des difficultés. Puis si t'en as, tu gagnes. C'est comme ça se travaille à mon avis. Comme le shooting. Super ça. Y a-tu des trucs qu'on aurait skippé, qu'on n'a pas mis assez d'emphase par rapport à ta saison? Performer comme on voulait. On a été patient. On a réussi à plafonner au bon moment. Même que dans le meeting de fin d'année, ce qui était le fun d'entendre, on a fait un recap sur justement nos défis, qu'est-ce qu'on a bien fait. Puis il y a une couple de joueurs qui m'ont dit, j'ai l'impression que si on avait continué, on aurait pu être encore meilleur. Comme si le plafond n'était pas encore atteint. Fait que ça, c'est le fun d'entendre, c'est-à-dire qu'on a bien fait une gestion sur le macro-cycle, avec tous les petits mésocycles. Tout ça, c'était bien emboîté, puis quand ça a permis d'amener l'équipe à la bonne place. De croire qu'on aurait pu être encore meilleur, ça c'était comme la cerise sur le Sunday que mes joueurs disent ça, j'ai comme ok, là, on a fait une bonne job. Sérieux, c'est malade. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour être venu nous parler un petit peu du parcours que tu as vécu cette année. Je te souhaite aussi bonne chance pour ta saison prochaine. C'est déjà la fin de l'épisode. Je te remercie énormément d'avoir été là jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, prends 2 petites secondes pour t'abonner, liker puis commenter sur YouTube. C'est ce qu'aide le podcast à grandir et à rejoindre encore plus de passionnés de basket. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, TikTok puis Threads pour ne rien manquer des prochains épisodes puis même du contenu exclusif. Ton soutien fait toute la différence. Dans le prochain épisode, j'ai la chance d'avoir Pierre-Luc, qui est entraîneur en chef au Cégep de Sherbrooke en Division 1. À très bientôt pour un prochain épisode du 5e quart. Salut tout le monde!